Nous sommes à Paris dans le 17e arrondissement. Thomas et Nathalie louent ce charmant 3 pièces qu'ils aiment beaucoup, mais ils ont décidé il y a quelques mois de le quitter pour acheter un appartement plus grand. Dans cette location, on engouffre quand même plus de 1800 € par mois. Donc là, voilà, ça commence à être le bon moment de se dire que ce serait bien qu'on construise quelque chose. Ce serait peut-être temps qu'on devienne propriétaire, quoi. Ouais, être proprio c'est mieux qu'être locataire a priori. Mais en même temps, c'est pas évident de trouver un appart ou une maison. Si seulement un spécialiste pouvait les aider. Et pour aider Thomas et Nathalie à comprendre pourquoi ils ne trouvent pas, voici Stéphane Plaza, spécialiste de l'immobilier à Paris. Bonjour. Bonjour Stéphane, bienvenue. Bonjour. Ah là là, Stéphane Plaza, ça fait quand même 17 ans qu'il est sur M6 à vendre des maisons et des appartements. Comment ça se fait que ses programmes marchent aussi bien ? Il a 3 ou 4 émissions différentes et un réseau d'agences immobilières à son nom quand même. Faut croire que les Français aiment vraiment bien l'immobilier. Enfin, c'est pas vraiment l'immobilier qu'ils aiment, mais plutôt l'idée de devenir propriétaire de son propre logement. Et donc on cherche un achat, c'est ça? Ouais, notre premier. Le premier Oula. achat. Alors qu'est-ce qu'on a comme critère? 3 chambres, c'est ça? Il faut Alors, minimum vraiment, 3 3 chambres. Apparemment une cuisine. C'est très important. Le prix, parce que c'est souvent le nerf de la guerre aussi. 850 000 €. Ah oui. D'accord. Je vais relever le défi. Ah ben. Bah ouais, ça a l'air cool quand même de devenir propriétaire de son propre logement. Posséder l'endroit où on vit, c'est quelque chose qui paraît assez naturellement désirable. Mais tout le monde n'a pas de Stéphane Plaza à portée de main, ou même 850 000 € de budget. Et c'est peut-être pour ça que 40% des Français sont locataires. Et ce qui est chiant quand on est locataire de son logement, c'est que le logement a quand même un proprio. Et tous les mois, sans même s'adresser la parole, on lui file quoi, genre un tiers de notre salaire ? Parce que posséder son propre logement, c'est une chose. Mais posséder un logement pour le louer à quelqu'un d'autre, c'est un autre délire encore. D'ailleurs, ça ressemblerait à quoi une émission de Stéphane Plaza où les participants, au lieu d'acheter un appartement pour eux, l'achetaient pour le louer à quelqu'un d'autre ? Nous sommes à Paris, au cœur du 17e arrondissement. Augustin habite dans un charmant appartement qui appartenait jadis à son grand-oncle. Et comme Augustin est riche, il cherche à acheter un logement pour le louer à d'autres et gagner ainsi encore plus d'argent. Ouais, moi je suis riche, mais ce que j'aimerais c'est être pété d'oseille quoi. Si je veux devenir rentier un jour, ça serait bien que je commence à acheter des appartes. Et pour aider Augustin à trouver le bien immobilier qui lui correspond, voici Steven Plaza, spécialiste de l'investissement locatif. Alors c'est pour un achat, c'est ça ? Oui, c'est la première fois. D'accord, alors quels sont vos critères ? Me faire de la thune. D'accord, je vais relever le défi. L'immobilier, c'est le premier poste de dépense des Français. Et pas que des Français d'ailleurs. Mais pourtant, quand on aborde les questions de pouvoir d'achat, de précarité, tout ça, bah au final, on n'en parle quasiment pas. C'est comme si on partait du principe que les choses n'avaient pas vocation à changer. Les propriétaires possèdent, les locataires payent, et c'est comme ça. Pourtant, en ce qui me concerne, je trouve que le fonctionnement de l'immobilier, c'est... comment dire ? Effectivement, c'est de la merde. Alors, est-ce que le marché de l'immobilier, effectivement, c'est de la merde ? Est-ce qu'on sacralise trop le droit de propriété immobilière ? Notre système est-il juste, ou même simplement efficient ? Votre proprio est-il un voleur ? C'est ce à quoi on va tenter de répondre dans ce 4e épisode officiel de Dans la sauce. Tu travailles à 35 ans pour te demander ce que ça veut dire monde de merde. Ils sont avec la résignation et l'indifférence. Ouvrons les yeux. T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital ? Non. Tu t'intéresses pas à la politique ? Bah, tu devrais. Le logement, c'est du sérieux. L'endroit où on habite nous définit énormément quand on y pense. D'ailleurs, on peut quasiment deviner la classe sociale de quelqu'un en regardant uniquement son logement. Habiter un HLM dans une cité de banlieue, un pavillon périurbain ou un bel appartement de centre-ville, c'est vraiment pas la même chose. Grosso modo, les pauvres habitent dans des logements de pauvres, les riches dans des logements de riches. Et ceux qui n'ont pas de logement fixe, voire pas de logement du tout, sont presque systématiquement relayés à la marge de la société. Cette corrélation entre classe sociale et logement, elle est évidente pour les particuliers comme vous et moi. Mais l'immobilier, c'est aussi un marqueur de prestige pour les entreprises, les corporations ou même les pays. Prenez Trump par exemple. Il a beau ressembler à rien, il nous étale sa puissance avec sa grosse tour à Manhattan, qui porte d'ailleurs son nom, la Tour Trump. En France c'est pareil, regardez la tour Total à la Défense, comme elle est impressionnante. C'est ni plus ni moins une manière pour Total de montrer que c'est eux qui ont la plus grosse, si vous voyez ce que je veux dire. Et on voit aussi ces dernières années des gratte-ciels toujours plus hauts, notamment dans les pays du Sud. C'est aussi une manière pour ces pays émergents de montrer qu'ils sont capables de tenir la dragée haute à l'Europe et aux États-Unis. Par exemple, Dubaï, c'est eux qui ont la plus grosse, le Burj Khalifa. Et s'ils veulent comme ça monter vers les étoiles, c'est pour écrire leur histoire, dans le verre et dans la pierre. Et là, même dans une Bugatti, quand tu vois ça, tu te sens tout petit. Enfin, tu es tout petit. Ouais, l'immobilier, c'est du sérieux.
Être propriétaire d'une portion d'espace, pouvoir dire que ça nous appartient, c'est une des manières les plus nobles d'affirmer qui on est dans la société quand on y réfléchit bien. Et c'est probablement pour ça qu'accéder à la propriété immobilière, quand on est français, c'est quasiment un des buts dans la vie. Dans notre imaginaire collectif, devenir proprio, c'est la clé de voûte d'une vie bien menée. Le parcours standard, entre guillemets, d'un français, c'est censé ressembler plus ou moins à ça. Une fois l'enfance passée dans son domicile familial, on est censé faire des études, plus ou moins longues. À l'issue de ces études, on est censé trouver un travail stable de préférence. Et au passage, il est de bon ton de trouver l'amour. Une fois toutes ces étapes passées, logiquement, il est l'heure de fonder une famille. Ouais! Et pour fonder cette famille, il faut deux choses. Des enfants déjà, et trouver un endroit qui deviendra le domicile de cette nouvelle famille. Pour l'acheter ce domicile, le plus pratique est de prendre un prêt auprès d'une banque. Et une fois ce prêt remboursé, au bout d'une vingtaine d'années en gros, on est propriétaire d'un patrimoine, on n'a plus de loyer à payer, et c'est gagné quoi. Ce modèle, il a des désavantages, mais il a quand même plutôt bien fonctionné pendant des années. Il a permis à tout un tas de gens de trouver finalement une forme d'émancipation à travers le travail. Et je parle pas des riches, hein. Il y a tout un tas d'émigrés, arrivés dans les années 50 par exemple, qui, en travaillant en France, ont pu accéder à la propriété immobilière. Et leurs enfants et petits-enfants aujourd'hui, ils sont classe moyenne supérieure. Je connais même un fils d'immigré portugais qui a voté Valérie Pécresse aux dernières présidentielles. Comme quoi, l'ascenseur social, il a un petit peu fonctionné quand même. Et c'est l'accès à la propriété immobilière qui est au cœur de tout ça. Sauf que voilà, là, la machine est enrayée. Devenir proprio, c'est de plus en plus difficile, et on a un peu l'impression que tout se barre en couille, quoi. 9 mois déjà que Logan Haddad enchaîne les visites. À 29 ans, ce directeur marketing en CDI cherche désespérément un studio à louer. Devenir locataire n'était pas son plan de départ en quittant le nid familial, mais voilà, aucune banque n'a accepté ses demandes de prêt. Je voulais vraiment avoir un appartement à moi, etc. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas évident. Et moi, aujourd'hui, j'avais pas trop le choix. C'était location. 900 € ici pour 27 mètres carrés, ce serait presque une bonne affaire. C'est très très compliqué. Même être directeur marketing en CDI, ça suffit pas pour avoir un prêt de nos jours. C'est un truc de malade. Et en location, 900 € pour 27 mètres carrés, c'est vraiment hors de prix. Bon, ok, c'est à Paris, il y a des endroits nettement plus abordables. Mais là où les loyers sont les plus chers, c'est aussi là où il y a le plus de taf. Donc souvent, il y a juste pas trop le choix. Du coup, c'est super dur de devenir proprio parce que les banques ne prêtent plus. Il y a tout un tas de raisons à ça, mais comme j'ai un petit peu la flemme de parler d'inflation et de taux directeur de la Banque Centrale Européenne, on va pas rentrer dans le détail. C'est pas le sujet de la vidéo. Par contre, une chose est sûre, c'est que plus les logements sont chers, plus on doit s'endetter. Et plus les prêts qu'on doit demander à la banque sont compliqués ou risqués à rembourser. Et finalement, c'est surtout pour cette raison que les banques prêtent de moins en moins. Et tout ça nous amène au cœur du sujet. L'immobilier est devenu de plus en plus cher. Et oui, regardez-moi cette évolution des prix à Paris les 20 dernières années. C'est un délire. Si on ajuste avec l'inflation, les prix ont quasiment triplé. Et c'est pas le cas uniquement à Paris, hein. Les chiffres de l'INSEE nous donnent une courbe très similaire si on regarde les prix des logements dans toute la France. Les loyers aussi, ils augmentent. Et surtout, ils augmentent bien plus vite que les salaires. En 1970, un locataire dépensait en moyenne 12% de ce qu'il gagnait dans son logement, contre 26% en 2013. On dépense 2 fois plus pour se loger qu'il y a 40 ans. Vous imaginez si votre loyer était divisé par 2, là, tout de suite? Comment ça rendrait tout plus simple? En fait, ça redeviendrait juste comme c'était dans les années 70. En tout cas, vous avez compris l'idée. Les prix de l'immobilier sont hyper chers, les loyers prennent de plus en plus de place dans nos dépenses, et c'est super dur de devenir proprio, alors même que c'est la seule porte de sortie à toute cette folie. En bref... C'est très très compliqué. Mais attendez, comment ça se fait que les prix de l'immobilier ont autant augmenté en fait? Pour tenter d'y voir plus clair, je vous ai déniché un spécialiste de la vente de biens immobiliers. Carolin Artaud de Artaud Immobilier. Il est beau, il est riche, et même si je le suspecte fort de vendre des formations bidons, il fait des vidéos qui ont le mérite d'être claires. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment vendre son bien plus cher que ce qu'on l'a acheté auparavant. Ah oui, ok. Si c'est ça l'état d'esprit des investisseurs, normal que les prix augmentent, hein. Bah ouais, justement, c'est bien ça le problème. Pendant qu'on est là à dépenser une énorme partie de notre salaire juste pour avoir un toit au-dessus de la tête, d'autre côté, il y en a qui se font de la thune. L'immobilier, c'est un marché. Donc évidemment qu'il y a des gens qui investissent dedans dans le but de faire de l'argent. Enfin bon, je dis des gens, mais je devrais plutôt dire des bourgeois. Comme Carolin Artaud de Artaud Immobilier, par exemple. Déjà, il s'appelle Carolin. Ah, c'est pas un nom de pauvre, ça. Mais surtout, regardez ce qui se passe quand il interviewe sur sa chaîne un certain Christopher, jeune prodige qui a réussi, à seulement 21 ans, à investir pour plus d'1 million d'euros de biens immobiliers. Donc moi, j'ai 21 ans. Donc j'ai investi dans l'immobilier maintenant depuis 3 ans. Donc j'ai commencé à 18 ans. Donc tu as 18 ans, tu as ton bac. En même temps, tu as fait des études, tu as fait l'EDEC, c'est ça ce que tu me disais tout à l'heure? J'ai fait 1 an d'EDEC. Et puis après, là, j'ai mis un peu de côté l'EDEC parce que je me suis aperçu que ça marchait très bien. D'accord, ok. Donc comment, à 18 ans, on peut réussir à emprunter si tous les mois on a 0 sur son compte? Donc j'ai décidé de m'associer avec un proche qui avait
des revenus réguliers et puis un peu d'argent de côté. Alors ça c'est quelque chose que je conseille fortement. Moi c'est aussi exactement la manière avec laquelle j'ai commencé. Je me suis aussi tout simplement associé avec un membre de ma famille. Ah oui, très bon conseil en effet. Utiliser l'argent de sa famille riche pour pouvoir se lancer dans l'immobilier et devenir encore plus riche, c'est une très très bonne stratégie. Et si vous n'avez pas de famille riche, bah démerdez-vous. Et oui, c'est bien connu. Pour faire de l'argent, il faut déjà avoir de l'argent. C'est même un peu le b.a.-ba du capitalisme. Et bah l'immobilier, ça ne fait absolument pas exception, au contraire. Et là, je vous vois déjà venir, en mode... Et les petits propriétaires moi, mon père, il a travaillé toute sa vie pour se les payer, ses apparts. Ça va, il le mérite. Il est même pas si riche que ça, en plus. Ok, c'est vrai, ils existent, les petits propriétaires dans ce genre. Mais ça serait bien que les gros rentiers de l'immobilier arrêtent de se cacher derrière eux. Parce qu'il suffit de regarder un tout petit peu les chiffres de l'INSEE pour se rendre compte que... Bon, regardez ça. Toute cette partie-là, ça représente la moitié des logements en location en France. Ils sont possédés uniquement par des gens qui sont proprios de au moins 5 biens immobiliers. Ces gens-là, on les appelle souvent les maxi-propriétaires. Ils représentent 3,5% des Français. C'est littéralement une toute petite minorité qui possède la moitié du parc locatif français. Et dans les grandes villes, là où le logement coûte le plus cher, c'est encore plus. En comparaison, votre daronne classe moyenne sup qui loue un petit appart pour mettre du beurre dans les épinards, là, c'est moins d'un quart du parc locatif. Donc bon, imaginons. Une simple expérience de pensée. Imaginons qu'on exproprie uniquement les maxi-propriétaires. Bah ça fait déjà la moitié du parc locatif français que l'État peut récupérer, transformer en HLM et sur lesquels il peut faire baisser très facilement les loyers. Et du coup, ça ferait un Français sur 5, parmi les plus pauvres, qui verrait son niveau de vie augmenter significativement. Pas mal, non? Parce que les maxi-proprios, pas de pitié pour eux, hein, s'il vous plaît. Quand on voit leur profil, bon... Vous vous souvenez peut-être de Caroline Cayeux, par exemple, ancienne ministre connue pour sa petite phrase bien réac, bien homophobe, là. Puis je vais vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. Bon, déjà, sans vouloir être méchant, c'est un peu écrit sur sa tête que c'est une maxi-propriétaire, elle. D'aucuns diraient qu'elle porte à même son corps les stigmates de sa condition sociale. Elle a une tête de vieille bourgeoise, quoi. Et si elle est plus ministre, c'est parce qu'elle a dû démissionner. Parce que madame avait oublié de déclarer la totalité de son patrimoine immobilier. Et je parle pas d'un 30 mètres carrés à Châteauroux, hein, mais d'un immeuble entier dans le 16e arrondissement de Paris, avec vue sur la Tour Eiffel. Waouh! Et elle a pas travaillé dur pour avoir son immeuble place de l'Alma, hein. Elle l'a hérité de sa mère, qui a elle-même hérité de sa mère, qui est elle-même héritière d'un constructeur automobile, Panhard. Donc bon, ces gens-là, les multimillionnaires qui s'accaparent l'espace potentiellement habitable pour se faire de la thune et renforcer leur empire familial, bah... Premièrement, c'est des rentiers sans aucun mérite, et deuxièmement, bah c'est un peu à cause d'eux qu'on galère à se loger comme ça. Et encore, là je parle uniquement des particuliers qui sont propriétaires de logements. Mais c'est encore pire quand on s'intéresse aux investisseurs privés, comme les banques, les compagnies d'assurance ou les fonds de pension. C'est eux qu'on retrouve par exemple au marché international des professionnels de l'immobilier, le MIPIM, qui se déroule tous les ans à Cannes. C'est le plus grand salon de l'immobilier du monde, et c'est l'occasion pour de nombreux investisseurs d'acheter des petits bouts de territoire dans ce que Lucie Delaporte qualifie pour Mediapart de « grande partie de monopoly mondial ». Cette année, officiellement, l'ordre du jour, c'était l'écologie et comment atteindre un immobilier zéro carbone. Regardez, il y avait même notre très médiocre ministre de l'écologie, Christophe Béchu, qui était là avec ses cheveux gras. Mais bon, la vérité, vous la connaissez déjà. L'idée est ici pour les investisseurs de se faire de l'oseille, OSEF de l'écologie. Les militants de la coalition européenne d'action pour le droit au logement, qui étaient présents en marge du MIPIM, qualifient d'ailleurs ce salon d'événements où se fabrique la spéculation immobilière. Donc ouais, ok, l'économie de marché appliquée à l'immobilier, ça fonctionne plutôt bien pour enrichir les riches, mais un peu moins bien pour loger tout le monde. Parce que oui, selon la Fondation Abbé Pierre, le mal logement c'est 4 millions de personnes en France. C'est gigantesque. Donc pourquoi ne pas tenter de réguler très fortement le marché de l'immobilier, voire même carrément sortir le logement des logiques marchandes? La réponse est assez simple, il y a une sacralisation du droit de propriété, particulièrement dans l'immobilier. C'est parce qu'on prend en exemple le brave français classe moyenne, proprio de son logement grâce à son travail, qu'on refuse d'aborder la question de la propriété immobilière en général. C'est parce que le sain droit de propriété englobe tout le monde, du plus petit particulier jusqu'à la plus grosse entreprise. C'est parce qu'on amalgame la propriété d'usage avec la propriété à but lucratif que le secteur de l'immobilier est un tel lieu de spéculation. C'est bien cette sacralisation du droit de propriété qui est derrière la marchandisation du logement, à la racine de tous nos maux. Enfin, je sais pas, il suffit de regarder les JO de Paris pour voir à quel point cette sacralisation du droit de propriété, ça nous amène à des situations totalement aberrantes. Laurent Ly est étudiant en 3e année de médecine et cette semaine, il a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'il devra peut-être quitter sa résidence temporairement. C'est un petit peu un choc. J'ai toutes mes affaires, j'ai toute ma vie en fait dedans. Enfin, j'avais aucune intention de quitter ma résidence. Comme Laurent, ils sont plusieurs milliers en Ile-de-France à devoir mettre à disposition leur logement pour accueillir les membres de l'organisation des Jeux. Et pendant que des étudiants locataires au Crous se font virer comme des malpropres, côté proprio, ça donne ça.
Sophie habite à 2 pas de la gare Montparnasse et elle a déjà tout prévu pour la période des Jeux Olympiques. Je me rends compte qu'il y a par exemple une annonce à 1602 € dans ma rue par nuit. Il va falloir que moi j'affine mon prix. Sur la plateforme, plus de 1000 propriétaires ont déjà ouvert à la location leur logement, avec parfois des prix multipliés par 6. Ah oui, 1600 € la nuit, c'est pas vraiment la même ambiance. En même temps, à partir du moment où il y a des gens prêts à payer 2700 € leur place pour assister à une cérémonie d'ouverture, est-ce que c'est si étonnant que les propriétaires mettent aussi cher leur appart sur Airbnb? C'est juste le jeu de l'offre et de la demande en fait. Et c'est justement ça le problème. Quand le marché de l'immobilier n'est pas fortement régulé, on en arrive très vite à ce genre de situation où les proprios se mettent ultra bien, tandis que les locataires galèrent et sont finalement que des variables d'ajustement. Il n'y a pas que les proprios parisiens qui vont se mettre ultra bien l'année prochaine, il y a aussi Airbnb, qui est carrément partenaire officiel des JO, au moins c'est clair. Et d'ailleurs Airbnb, dans le genre dérégulation du marché de l'immobilier, il se pose là. Airbnb, c'est la logique de rentabilité à tout prix, où chaque proprio a l'occasion de tirer le maximum de profit à travers des locations touristiques de courte durée. Et tant pis si ça réduit le nombre de logements disponibles pour réellement y habiter, c'est pas le sujet. Le but est encore une fois de faire de la thune. De la même manière que l'émergence de Uber est un formidable recul sur le droit des travailleurs, l'avènement de Airbnb est symptomatique d'une approche toujours plus mercantile du logement. Bref, vous l'aurez compris, laisser la gestion du logement aux mains du marché, c'est le meilleur moyen pour que tout le monde douille, pendant qu'une poignée de bourgeois se fait une fortune sur nos dos. Plus d'1 million d'euros de biens immobiliers. Alors, que faire ? On serait bien tenté de sortir le logement de l'économie de marché, laisser l'État gérer ça sans logique de rentabilité, et exproprier tous ceux qui utilisent l'immobilier comme un moyen de faire du business. Sauf qu'il y a un petit souci, parce que dans notre imaginaire collectif, le logement sans marché, le logement collectivisé, le logement socialisé, ça nous évoque un peu ça. Et ouais, le logement en URSS, pour le coup, c'est un vrai exemple de logement sans économie de marché, de logement socialisé. Mais pourtant, c'est pas l'horizon qui semble le plus désirable pour un Français de 2023. Ça nous semble un peu tristoun comme modèle. Mais c'était comment en vrai le logement en URSS ? En URSS, l'immobilier c'est très simple. Personne n'est propriétaire, comme ça au moins c'est clair. À côté de ça, chaque citoyen était censé avoir le droit à un logement. C'est l'État qui les possédait tous, et les habitants de l'Union soviétique étaient locataires à vie. Enfin, je dis locataires, mais ils payaient pas le loyer. Ils se contentaient de payer l'entretien de l'appart, l'eau, l'électricité, et c'est tout. Du coup, à la fin de l'URSS, la dépense dans le logement c'était en moyenne 4% des revenus d'une famille. 4%. En France actuellement c'est autour de 25%, et pour les plus pauvres ça peut monter bien au-dessus de ça. Ça fait une sacrée différence quand même, vous trouvez pas ? Bon, après, il y avait des désavantages évidemment. Déjà en URSS, ceux qui ne travaillaient pas, ceux qui ne contribuaient pas à l'effort commun, ils étaient considérés comme des parasites sociaux. Et ouais, ça rigole pas. Du coup, une petite partie de la population n'avait pas le droit à un logement, et les sans-abri existaient bel et bien en URSS. Proportionnellement, il y en avait moins qu'en France actuellement par exemple, mais tout le monde n'avait pas un toit au-dessus de la tête non plus. Un autre désavantage, c'est les délais d'attente. Pour obtenir un logement en URSS, ça pouvait prendre jusqu'à 6 ou 7 ans. C'est long. Bon, après tu pouvais rester toute ta vie dans ton appart si tu voulais, donc l'un dans l'autre, ça va. Mais quand même, ça fait pas franchement rêver non plus à ce niveau-là. Après, il y avait une certaine flexibilité dans ce système. Une fois installé dans son appartement, on pouvait y enregistrer d'autres personnes, l'échanger avec un autre citoyen, ce genre de choses. Même si ça restait impossible de le vendre, d'en faire don ou de le léguer. Pas de propriété immobilière, je vous dis. Mais le côté qui fait moins rêver, pour nous autres Français de 2023, ça reste évidemment l'impression que sous le communisme, on vivrait tous dans le même petit appartement moche. Et oui, quand je dis ça, vous devez penser à ce genre d'immeubles. Les fameuses Khrouchtchevka. Ces immeubles, ils sortent pas de nulle part. Ils ont été créés massivement sous Khrouchtchev, d'où leur nom. Et s'ils se ressemblent tous, c'est parce que l'URSS a eu un besoin massif de logements dans les années 60. Déjà, la Russie était très rurale avant la Révolution. Donc il y avait déjà un manque de logements dès les années 20. Mais après que l'URSS ait été dévastée pendant la Seconde Guerre mondiale, ce problème a été encore accentué. C'est donc la production massive de Khrouchtchevka, des immeubles quasiment préfabriqués, et un peu passés de mode, on va pas se mentir, qui a été la solution au problème du manque de logement. Sauf que, la France, typiquement, ça fait longtemps qu'on n'est plus un pays très rural. Il me semble pas non plus qu'on ait été dévasté par une guerre mondiale dernièrement. Donc même en socialisant intégralement le logement français, je vois pas de raison pour qu'on se retrouve à tous vivre dans le même petit appart moche et triste, non ? Puis bon, on en a déjà des petits logements moches et tristes en France, pas besoin de Staline et Khrouchtchev pour ça. Puis tout ça reste subjectif. Il y a plein de Russes qui ont un très bon souvenir de leur enfance dans une Khrouchtchevka. Peut-être que notre imaginaire collectif est un peu bêtement anticommuniste après tout. Enfin de toute manière, là, actuellement, en France, personne ne défend une socialisation intégrale du logement. Même si le fait de pas payer de loyer, ça fait un peu rêver quand même, on va pas se mentir. Même les authentiques communistes révolutionnaires, même les marxistes orthodoxes sans compromission, ils ont pas pour projet de collectiviser les logements des ouvriers qui ont bossé toute leur vie.
votre idéologie. D'où viennent les Mise guerres en commun des biens. Mise en commun des moyens de production. Uniquement des moyens de production, pas Mais des bien biens des uns et des autres. Mais bien on est sûr. bien Moi, je suis d'accord. pas contre la propriété ouvrière. Ce n'est Je suis pas pas la- contre. Je suis pas contre le fait que chacun ait un logement. Ah bah, entre Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière et Caroline Arthaud de Arthaud Immobilier, on est sur deux types de Arthaud bien différents là. Bon du coup, est-ce qu'on pourrait pas trouver un modèle autre que l'URSS dont on pourrait s'inspirer? Un modèle un peu moins radical, qui nous rappellerait un peu moins Staline et ses millions de morts, mais qui tendrait quand même à sortir le logement des mains inaptes du marché? La ville au monde la plus agréable à vivre, c'est Vienne, en Autriche. Qualité des transports, pureté de l'eau et de l'air, prix du logement, prix du logement, prix du logement. Mais non, jure, la ville la plus agréable du monde a des logements abordables? Non mais c'est fou ça, quel hasard! Chez Souzita, ce n'est pas l'espace qui manque. 4 chambres, 112 mètres carrés, pour moins de 1 000 € par mois. Vous savez qu'à Paris, pour ce loyer, vous auriez seulement 30 mètres carrés. Je sais qu'à Vienne, le marché locatif est assez bon, parce que c'est municipal. Ça date de l'époque socialiste, des années 20. Attendez, des logements socialistes? Des genres de logements sociaux qui permettraient de pouvoir se loger sans se ruiner? Ça a l'air pas mal ça. Parce que oui, les logements sociaux, c'est pas seulement des HLM dans des tours qui permettent aux plus pauvres de pas crever dans la rue, ce qui est déjà mieux que rien. En France, c'est un peu l'image qu'on en a, mais à Vienne, c'est autre chose. Plus de la moitié des Viennois vivent dans un logement social, et c'est ce qui permet de garder des loyers bas. 60% des Viennois ont un logement à loyer plafonné. Et ils peuvent le conserver tant qu'ils le souhaitent. Au départ, c'était son arrière-grand-mère, puis ses grands-parents. Maintenant, c'est ma fille avec ses enfants. Non mais sérieusement, quand on compare ça aux grosses villes des pays les plus libéraux, comme Londres ou New York, c'est 1000 fois mieux, y a pas photo. Pour le prix d'un 110 mètres carrés à Vienne, à New York, tu peux louer un placard, pas plus. Et la politique du logement viennoise, effectivement, c'est un héritage socialiste. Et là, je vous parle du socialisme avec un grand S, hein, le vrai socialisme. On parle pas de François Hollande. L'austromarxisme, le marxisme à l'autrichienne, est un courant du socialisme qui s'est incarné au début du XXe siècle dans le Sozialdemokratische Arbeiterpartei, ou SDAP. À ne pas confondre avec le NSDAP, un autre parti créé aussi par un Autrichien dont vous avez probablement déjà entendu parler, un certain Adolf Hitler. Parce que le SDAP, c'était tout sauf des nazis, hein. Et d'ailleurs, c'était pas non plus des staliniens, puisqu'ils faisaient partie de ces courants du socialisme qui, dès les années 20, étaient critiques des bolcheviks et non alignés sur Moscou. Donc bon, eux, pour le coup, on peut pas leur faire les procès des 10 000 millions de morts du communisme. Après la Première Guerre mondiale, en 1919, le SDAP commence à développer à Vienne une politique socialiste ambitieuse. À la tête de la ville, qui prendra bientôt le surnom de Vienne la Rouge, ils vont notamment lever des impôts sur les plus riches pour pouvoir financer tout un tas de choses. Le parti soutient la culture comme jamais, le cinéma, le théâtre, l'art, mais aussi les activités sportives ouvrières. Mais surtout, le SDAP finance la construction en masse de logements sociaux pour les Viennois. Le premier ensemble de logements sociaux, achevé en 1930, existe toujours et s'appelle carrément le Karl-Marx-Hof. On est bel et bien chez les socialistes avec un grand S. Pendant 15 ans, cette politique fonctionne à plein régime et fait de Vienne une ville où il fait bon vivre pour la classe ouvrière, en plus d'être un des plus grands centres culturels et artistiques de toute l'Europe. Et à Vienne, tout le monde kiffe à ce moment-là. Freud, par exemple, qui est pas spécialement un gauchiste, il approuvait totalement la politique socialiste de la ville. Mais hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. Car si Vienne avait beau être rouge, le reste de l'Autriche était largement dominé par les chrétiens sociaux, des espèces de fascistes fans de Mussolini, et les pan-germanistes nazis. Eux, ils étaient plutôt fans d'Hitler du coup. Et en 1934, les chrétiens sociaux, qui n'avaient pas grand-chose de sociaux, et qui n'avaient pas trop l'air d'aller dans la paix du Christ non plus, dégagent par les armes les socialistes de Vienne. Disons juste qu'il y avait un peu trop de juifs et un peu trop de communistes là-dedans à leur goût, quoi. À partir de là, c'est le début de la fin pour le mouvement ouvrier autrichien. Et en 1938, l'annexion de l'Autriche par Hitler, l'Anschluss, vient mettre un grand stop à ces 20 années de socialisme démocratique. Merci les fachos! Toujours là pour tout gâcher. Hein. Après la Seconde Guerre mondiale, les sociodémocrates reviennent au pouvoir à Vienne, mais c'est plus tout à fait la même chose. À part pour le logement, où la politique de la ville reste très inspirée de l'austromarxisme originel. Cette politique a même assez bien perduré dans le temps, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, le logement à Vienne, c'est quand même vachement mieux qu'ailleurs, quoi. D'autres villes devraient prendre Vienne en exemple. C'est vrai ça, pourquoi on s'inspire pas de Vienne? On a une capitale à 1500 km de chez nous, où tous les loyers sont beaucoup moins chers qu'ailleurs, mais tout le monde s'en branle. Le logement est le premier poste de dépense des Français, mais pourtant en politique le sujet est à peine abordé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les candidats à la dernière présidentielle en ont quasiment pas parlé par exemple. Et il y a une raison à ça. Les Français, qui sont aussi des potentiels électeurs, sont trop attachés au concept de propriété immobilière. On en revient à Stéphane Plaza. Bonjour! Le discours dominant, auquel participent les émissions de Stéphane Plaza, va toujours dans le sens des propriétaires. En flattant l'instinct du petit proprio, c'est toute la notion de propriété immobilière qui se retrouve sacralisée. On en parlait un peu plus tôt. Et face au poids du discours dominant, les critiques sont souvent inaudibles. C'est comme ça que le statu quo est préservé et que la question du logement reste à peine abordée.
Une bonne manière de l'observer, ce discours dominant, c'est évidemment de regarder la télé. Parce qu'il y a Stéphane Plaza, certes, mais sur les chaînes d'infos, il y a aussi tout un tas de petits sujets larmoyants à propos de pauvres proprios à qui on squatte le logement. C'est trop triste. Pour Monique Faure, cet album photo est le seul souvenir de la maison familiale construite par ses parents. Son bien est occupé depuis 2 ans par des squatteurs. C'est la maison où on a grandi, on a tous nos souvenirs d'enfance. C'était le lieu de ralliement de tout le monde. C'est toute notre vie et c'est toute la vie de mes parents, quoi, de travail de mes parents. Oh, pauvre Monique. En vrai, dit comme ça, c'est triste. C'était la maison de ses parents. Sauf que bon, là, Monique, elle vit pas dans la maison. Ses frères et sœurs non plus, apparemment. Et je crois pas qu'elle est locataire non plus, parce que sinon, il y aurait pas des squatteurs dedans. Du coup, cette maison, elle servait à rien. C'est une maison vide. Donc bon, les souvenirs d'enfance de Monique, très bien, mais il y a 4 millions de mal logés en France, dont 300 000 sans-abri. Et c'est peut-être plutôt ça qui devrait faire pleurer dans les chaumières, plutôt que Monique et ses souvenirs d'enfance. Parce que s'il y avait personne à la rue, il y aurait pas de squatteurs. Hein. Mais on parle pas trop des squatteurs à la télévision, on parle surtout des squattés. Et encore, on en parle uniquement quand c'est des petits proprios. Alors que dans l'écrasante majorité des cas, c'est pas des résidences secondaires qui sont squattées, hein. Plutôt des immeubles désaffectés qui appartiennent à un random proprio qui attend le moment idéal pour pouvoir le rentabiliser. Mais bon, on va quand même pas parler des rentiers de l'immobilier à la télévision, non, ça va pas? Ce qu'on voulait faire avec cette loi, ce que je voulais faire avec mes collègues, c'était durcir les peines sur le squat, faire en sorte qu'on les triple. Mettre en place une procédure d'expulsion express qui fait qu'en 72 heures, quand il y a quelqu'un dans votre domicile, il est sorti. Bravo. Troisième élément, c'est quand il y a un impayé locatif, accélérer les choses pour que vous vous retrouviez plus dans des situations où vous avez 2, 3, 4 années d'impayés. Lui, avec sa moustache ridicule, c'est Guillaume Kasbarian, un macroniste bien pourri, bien libéral, bien de droite. Sa formation avant de rejoindre Macron, c'est école de commerce, puis consultant en stratégie pour une boîte de conseil, donc bon. Et c'est surtout l'homme derrière la loi anti-squat qui vient d'être votée. Loi qu'il justifie en s'appuyant intégralement sur les soi-disant pauvres petits proprios qui galèrent à boucler les fins de mois. C'est venu parce qu'effectivement j'ai eu des témoignages dans ma circonscription, mais aussi sur les plateaux télé, de petits propriétaires qui étaient victimes de squatteurs. C'est ça. Et des personnes qui n'étaient pas des personnes très fortunées. C'est des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont réussi à avoir un petit appartement. Putain, mais fermez-la avec vos petits propriétaires, c'est insupportable! C'est quel niveau de propagande ça? Quand c'est Hanouna lui-même qui vient faire le service après-vente de ta seule loi sur le logement, ça en dit long sur la qualité de ta politique. Hein. Parce que Macron, il a vraiment pas fait grand-chose sur le logement, à part cette loi qui va dans le sens des proprios et facilite la mise à la rue des gens qui galèrent à se loger. Ah si, dans son premier mandat, il a aussi baissé les APL et affaibli comme jamais le logement social en essayant de faire des économies sur le financement des HLM. Faut dire qu'aussi, loger les plus précaires, ça coûte un pognon de dingue. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Bravo Macron, très bonne politique du logement. L'objectif de 2017 est atteint haut la main. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité. Menteur! Enfoiré de menteur! Face à ce discours dominant, entretenu à la fois par la sphère médiatique et par nos gouvernements successifs, ça serait bien de tenir un vrai contre-discours. La question du logement est tellement centrale dans nos vies qu'il va bien falloir la mettre au centre du débat un jour ou l'autre. D'autant plus que la crise du logement actuelle ne va faire qu'empirer. On parle même d'une bombe sociale à retardement. Mais c'est aussi un thème qui peut être porteur, parce que prendre le sujet du logement à bras-le-corps, finalement, ça peut aussi être une manière de se faire élire. Comme en Autriche par exemple, où le parti communiste autrichien, le Kommunistische Partei Österreichs, a remporté les municipales de Graz, deuxième plus grande ville du pays. C'est en mettant la question du logement au cœur de leur campagne, et en s'appuyant notamment sur l'exemple viennois, que le KPO a pu gagner contre toute attente face aux conservateurs et à l'extrême droite. Pourtant, les communistes autrichiens sont très minoritaires dans le pays. Comme quoi, un parti qui propose une vraie politique du logement, ça donne envie de voter pour eux. Alors, au boulot la gauche. Et je dis la gauche parce que de Macron à Zemmour, en passant par le Rassemblement National ou les Républicains, c'est 50 nuances de suçage de proprio. Hein. Désacraliser le droit de propriété immobilière, ça va pas se faire en un jour. Mais si on s'attaque jamais au problème, on peut être sûr que ça va continuer à empirer. C'est sur le temps long qu'un contre-discours finira par s'imposer. Et ce, à 2 conditions. Il faut un discours clair et intelligible, mais aussi des propositions suffisamment ambitieuses pour qu'elles puissent donner envie. Pour que le discours soit clair et intelligible, il faut prendre le contre-pied du discours sur les petits propriétaires. Ils mettent en avant les petits proprios ? D'accord, alors mettons en avant les maxi-propriétaires. Ils parlent des petites résidences secondaires squattées, parlant des immeubles entiers, vides, inutilisés en plein Paris. Et surtout, il faut rappeler inlassablement que derrière le terme de propriétaire se cache une multitude de profils. Que la propriété d'usage et la propriété lucrative n'ont absolument rien à voir, et que les petits proprios ne sont que l'arbre qui cache la forêt des rentiers de l'immobilier. Étant donné que cette confusion est entretenue sciemment dans les médias dominants, ça me semble primordial d'insister là-dessus. Et pour ce qui est des propositions, allons au fond des choses. Proposer des taxes et des impôts pour limiter la casse, bon c'est mieux que rien, mais c'est pas très populaire en vrai. Alors autant y aller à fond et s'attaquer directement au cœur du problème, la propriété. On
On pourrait proposer une interdiction pure et simple d'acheter pour louer et faire du profit par exemple. Ça aurait le mérite de recentrer le débat là où il faut. Tout en sachant qu'une telle proposition, en faisant appel au bon sens des Français, ça peut être plus consensuel que ça en a l'air finalement. Les gens sont attachés à la propriété individuelle de leur logement, très bien. Alors limitons la propriété à un logement principal et, allez on est sympa, une résidence secondaire. Personne n'a besoin de plus que ça, la plupart des gens sont d'accord là-dessus. En s'appuyant sur cet affect du petit proprio, paradoxalement, il y a justement moyen de s'attaquer frontalement à la propriété lucrative. S'appuyer sur cet affect, c'est d'ailleurs précisément ce que les rentiers de l'immobilier font pour se légitimer. Et ça marche super bien. Vu le monde dans lequel on vit, ça serait peut-être malin de s'inspirer ça, pour pouvoir justement inverser la tendance. Brosser le petit proprio dans le sens du poil pour mieux pointer du doigt le maxi propriétaire. Et ce dans le but de réguler et limiter le droit de propriété immobilière. Et bon là j'ai même pas parlé d'écologie, parce qu'avec le réchauffement climatique, la question du logement va s'imposer à nous, de gré ou de force. Et ce sera pas une histoire de taux d'intérêt trop élevé pour acheter le problème cette fois-ci. Quand nos logements seront inadaptés parce que trop énergivores, il va bien falloir le désacraliser ce droit de propriété immobilière. Un monde où tout le monde est proprio de son petit pavillon n'est pas un monde viable. Donc il va falloir réfléchir à tout ça. Remettre un peu de commun dans le logement et ne pas s'arc-bouter sur les logiques du siècle passé face à une question de survie collective. Mais tant qu'on vivra dans ce système économique, tant qu'on s'inscrira dans un mode de production qui s'articule intégralement autour du concept de propriété privée, ça va être compliqué. J'ai pas la recette pour abattre le capitalisme comme ça, mais quoi qu'il en soit, la première étape est déjà d'identifier le problème. Ce monde où tout est marchandise, y compris nos propres foyers, n'est pas plus apte à affronter les crises à venir qu'il n'est à loger tout le monde dignement. Il est bien là le cœur du problème. Et n'oubliez pas que si le projet viennois des années 1920 n'a hélas pas pu aller plus loin, c'est parce que le fascisme, littéralement les austrofascistes, l'ont emporté. Ça serait bien de ne pas laisser leurs cousins, pas si lointains, répéter le même schéma 100 ans plus tard. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Le logement c'est un gros sujet, donc j'ai pas pu aborder la moitié de ce dont je voulais parler. Et ça tombe bien, parce que je vais faire un débrief en live sur ma chaîne Twitch, juste après la sortie de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me suivre dès maintenant sur Twitch, le lien est en description. Suivez-moi aussi sur Twitter, tiens, que je puisse enfin devenir un authentique influenceur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et évidemment vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes un maxi propriétaire, ou même carrément Stefan Pazza, laissez-moi un commentaire sous la vidéo, je serais curieux d'avoir votre avis, tiens. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine!